Bon matin à tous, bonjour à tous. Je me présente Marlène Bisson, je suis directrice des opérations et commissaire industriel chez Développement économique Nouvelle-Beauce. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin pour ce webinaire sur les perspectives économiques 2023, organisé en collaboration avec Desjardins. Puis présentant, je vous dirai un sujet qu'on a tous hâte d'entendre puis de discuter avec notre invité. L'année 2022, ça a été marqué quand même par plusieurs événements qui ont eu un impact sur l'économie, que ce soit la reprise post-pandémique, la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt. Qu'est-ce qui va en être pour l'année 2023? À quoi qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'on doit s'attendre à une récession? Ça va être quoi l'impact sur les taux d'intérêt? On peut-tu dire que la pandémie est vraiment derrière nous? On sait que la pandémie va avoir eu un impact puis des effets négatifs sur certains secteurs d'activité. Mais en tout cas, on peut dire que ça va avoir permis aux entrepreneurs d'être résilients, puis aussi d'envisager, je dirais, différents scénarios pour la gestion de leur organisation. Là. Mais connaître les perspectives économiques, ça permet d'avoir vraiment une vision plus claire des enjeux, puis aussi des opportunités à venir. Donc, juste avant de vous présenter notre conférencier de ce matin, M. Ouellette, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous expliquer le fonctionnement. Très, très simple. Le webinaire va être d'une durée maximale d'1 heure, incluant une période de questions d'environ une quinzaine de minutes à la fin de la présentation. Si vous vient des questions en tête au fur et à mesure, n'hésitez pas, inscrivez-les dans le chat, puis on va en sélectionner certaines qu'on va poser par la suite à notre conférencier. Pour une 6e année consécutive, on a le privilège de recevoir M. Jean-René Ouellette. Celui-ci détient un baccalauréat en administration des affaires et un MBA de l'Université Laval. Ses études l'ont également mené à Toronto et en Suède. Puis en 2008, il a obtenu le titre de CFA. M. Ouellette est vice-président et stratège d'investissement chez Desjardins Gestion de patrimoine. Dans le cadre de ses fonctions, il étudie de nombreuses sources d'informations sur les classes d'actifs, les secteurs, les sociétés. Il rencontre aussi les directions de plusieurs compagnies publiques lui permettant de contribuer aussi à la gestion de portefeuille tout en appuyant un réseau de 300 conseillers en placement. Il gère aussi différents portefeuilles en répartition d'actifs, un portefeuille spécialisé en actions américaines aussi. Merci beaucoup, Jean-René, d'être avec nous. C'est un plaisir de t'avoir à chaque année. Ça fait que sans plus tarder, je te laisse la parole. Et Marlène, merci beaucoup. Puis j'espère que la prochaine fois, l'année prochaine, on sera de retour au Centre Castel, puis on sera physiquement présent chez vous. Tu as parlé de résilience. Ouais, c'est une année où il a fallu réellement faire preuve de résilience. Mais quand même, je vais me lancer, vous me connaissez. Oui, mon rôle, c'est essentiellement d'aiguiller l'ensemble des 90 milliards d'actifs qu'on a chez Desjardins Gestion de patrimoine. Je fais ça au quotidien, je rencontre une tonne de compagnies. Ce matin, à 10 heures, je rencontre la direction d'Advantage Oil and Gas. Demain, je rencontre mon baromètre économique préféré. On s'assoit avec la direction du Canadien national. J'ai toujours adoré les chemins de fer, pas juste comme petit garçon, mais ça a été... j'étais de passage à Québec cette semaine, puis ça me rappelait des souvenirs. Là. Ça a été la première compagnie que j'ai achetée. J'avais dit à mon père que je voulais acheter une partie du château Frontenac, l'autre bord du fleuve. On habitait sur la rive sud, un peu comme vous. Puis, on avait acheté à l'époque des actions du Canadien Pacifique Limité, qui était à ce moment-là un holding qui détenait des activités dans le papier, dans la foresterie, évidemment dans le ferroviaire, mais également dans le volet hôtelier. Fait qu'on avait commencé comme ça, mais j'adore les ferroviaires parce qu'ils ont essentiellement le nez fourré partout. Ils voient ce qui se passe dans le grain, dans le bois, dans l'industriel, dans l'automobile, dans les biens de consommation. Fait que, bref, c'est mes enjeux. Ceci dit, je vais commencer en crevant l'abcès d'entrée de jeu. C'est une année d'un point d'investissement difficile. Ce n'est pas une... Bon, évidemment, là, les états de compte d'octobre-novembre vont sortir un peu mieux. On a récupéré quelque peu, mais on ne se compte pas d'histoire. On est dans une année d'exception. C'est pas aussi dramatique que certains grands plongeons, comme on l'avait vu en février 2020 ou encore en 2008-2009 ou encore avec l'éclatement de la bulle techno, mais il y a quand même quelque chose de spécial cette année. Oui, certains indices, entre autres, le Nasdaq a flanché de plus d'une trentaine de % à un moment donné. L'indice phare américain, le S&P 500, a chuté de plus de 25 %. TSX s'est mieux comporté grâce à sa composante énergétique, certes, mais quand même des pertes. Ce qui surprend cette année, c'est le fléchissement du marché obligataire en même temps. L'indice obligataire canadien a baissé d'une douzaine de %. Le segment des obligations long terme, c'est plus de 20 %. Hey, ça, c'est censé être le segment prudent d'un portefeuille. Quand la prudence nous fait faire moins 20,
En même temps que les actions perdent 10, 15, 20, 30, c'est sûr que sur des portefeuilles équilibrés, le fin septembre, on était entre moins 12, moins 15. Ça devrait être gérable sur une gestion de patrimoine, sur quiconque est capable de garder son horizon d'investissement un peu plus long. Mais ça n'a rien d'agréable. On est conscient, vous le savez, on le sait, on le vit avec vous. Puis, pour bien comprendre tout ça, je pense que c'est comment on en est arrivé là avant de se projeter dans le futur. C'est bien important de se rappeler d'où on venait. Okay? Quelqu'un en début d'année qui vous a dit que le taux directeur allait finir à 4, là, ça n'existe pas. Okay? On n'en a pas vu. Si jamais il y a des gens qui vous le disent, là, qui vous le disent dans les prochaines semaines, nous, on s'attendait à ce que le taux directeur finisse à 4, là, hey, ça coûte vraiment pas cher pour apprendre que quelqu'un est menteur. Ils viennent de vous le dire en pleine face. Ça, c'était une expression de mon paternel, Marlène, mais tu sais, des fois, en tout cas, bref, j'enchaîne. Rappelons-nous en début d'année, OK? On venait de fermer l'année 2021. On était sur un essor économique hyper effervescent. Mais pas parce que ça allait bien en absolu. On avait tellement comprimé en 2020, les gouvernements avaient tellement injecté d'argent, la politique monétaire hyper stimulante. Là, on était sur un rebond qui était inimaginable. On était bien au-delà des capacités de nos économies réelles. C'est sûr que on avait l'impression d'afficher des chiffres extraordinaires, mais c'est tellement que ça avait baissé que le rebond a l'air extraordinaire. Mais si on s'était comparé versus 2019, c'était pas encore une panacée si extraordinaire que ça. Mais bref, c'était normal en début d'année. On s'attendait à ce que la cadence économique se modère vers un niveau de croissance plus près du potentiel. Ça, c'était attendu. On avait aussi, en début d'année, les enjeux entourant l'inflation. On s'attendait, on le savait qu'au printemps 2021, l'inflation allait être haute. Au printemps 2020, en avril, le pétrole s'est changé à moins 40$. L'année d'après, il est à 60$, c'est un bond de 100$. C'est ultra spectaculaire. C'est sûr que, comme l'inflation, c'est simplement mesuré, non pas avec une moyenne mobile du prix du prix des biens depuis 3, 4, 5 ans. L'inflation, telle qu'on la mesure, c'est tout simplement la variation du prix d'un bien cette année versus l'année dernière à pareille date. C'est bien important parce qu'il y a des effets de base qui peuvent jouer puis qui créent des distorsions qui sont phénoménales. Fait qu'on le savait qu'au printemps 2021, l'inflation allait être très élevée. On ne s'attendait pas à ce qu'elle dure. Là. Tout le monde parlait à ce moment-là d'une inflation transitoire. Finalement, il est devenu ce qui devait transiter est devenu plus permanent. Ça a collé, c'est resté avec nous. Mais n'oublions pas pourquoi c'est resté avec nous. C'est qu'on a été confinés un petit peu plus longtemps, puis on avait de l'argent, puis les gens, beaucoup continuaient à travailler, puis même ceux qui ne travaillaient pas ont eu du support gouvernemental. Ce qui a fait qu'on a été condamnés à consommer. Puis on a vraiment consommé. Mais du jour au lendemain, si on prend la consommation moyenne d'un individu, puis on la fait augmenter de 5-10 %, les entreprises peuvent suivre. Mais si on prend n'importe quelle personne sur la ligne aujourd'hui, puis on dit êtes-vous capable de prendre votre chiffre d'affaires dans les 6 prochains mois de l'augmenter de 50 %? Et ça se peut qu'il y ait des frictions à gauche, à droite. Mais c'est essentiellement ce qu'on a imposé à nos chaînes manufacturières dans les 12-18 derniers mois. Et moi, je suis un grand partisan du capitalisme. Au final, ça finit par fonctionner. Tu sais, si vous êtes le General Motors, là, GM, là, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas été capables de vendre un véhicule à plein prix. Là, avec la rareté des véhicules, on a drainé les cours. Hey, ils ont fait des bonnes marges, des profits extraordinaires. Jamais ils ont été capables de vendre des véhicules à si haut prix que ceux-là. À mon avis, leur incitatif pour mettre de l'ordre dans leur chaîne d'approvisionnement était super fort. Donc, on s'attendait quand même à ce qu'il y a des choses qui se résorbent et que la chaîne d'approvisionnement se mette dans l'ordre. Surtout que, nous autres, on appréhendait, en fait, on anticipait que lorsque les mesures sanitaires allaient baisser, que les barrières frontalières allaient casser, est-ce qu'il y a des gens sur la ligne qui ont voyagé? Bon, là, on ne voit pas tout le monde, là. Marlène, as-tu voyagé dans la dernière année? Moi, j'ai voyagé quand même. Une fois, 2 fois? 2 fois. Parfait. Dans le prochain 6 mois? Probablement au moins une fois. Parfait. Donc, Marlène, je ne veux pas te mettre sur la sellette tant que ça, mais quand je pose la question devant des foules, c'est catégorique. Les gens avaient vraiment hâte de sortir, d'aller au restaurant, de se retrouver. Hey, on a-tu hâte cette année à Noël de retrouver nos proches, nos cousins, nos frères, nos sœurs, etc., nos amis? Je pense que ça va faire du bien aux âmes, ça va faire du bien à tout le monde. Mais on s'attendait avec cette réouverture-là de voir un peu moins de pression sur le prix des biens et un peu plus de demande au niveau des services. Parfait. Je vais laisser les services de côté pour l'instant, puis on va y revenir.
Puis d'ailleurs, tout ça, ça permet de faire en sorte que le prix des biens, là, on commence à le voir rentrer. Le fameux prix du 2x4 puis de la planche de plywood en 2020 qui était dans le ciel, là, on commence à les voir revenir sur la planète. Un très gros groupe forestier de l'Ouest canadien, Canfor, a été obligé d'annoncer des fermetures rotatives de ses usines pour ajuster la production. Ce qui coûtait 3 000 $ à amener un compteur d'Asie vers Los Angeles et passer à 25-26 000 $ US pendant la pandémie. On est de retour à 6 000. On n'est pas de retour au niveau d'avant-pandémie dans tous les créneaux, mais on comprend qu'une très bonne partie du chemin qui a été fait. De voir des véhicules F-150 s'échanger au-dessus du prix usagé, s'échanger au-dessus du prix d'un neuf. Ça n'a pas de sens, ça ne devrait pas arriver. Mais ça n'arrivera, ça ne devrait plus arriver. Alors, on voit que j'étais je suis passé sur le boulevard de la Capitale à Québec cette semaine au coin de Pierre-Bertrand. Là, il y a une couple de détaillants automobiles dans ce coin-là. Hey, les cours sont pas mal pleines pour ce temps-ci de l'année. Okay? Ce n'était pas le cas dans les 2 dernières années. On voit que les cours se sont regarnis. Qui plus est avec des taux, il n'y a plus personne qui annonce des taux de 0% puis de 0,5% sur des financements auto. Là. On va tourner à du 6, 7 puis du 8. Prenez un véhicule de 50 000 financé à 0, c'est pas pire, mais financé à 7, la mensualité pas la même. Hein? C'est moins tentant, disons. Ça fait. Ben, c'est peut-être autant tentant, mais ça coûte plus cher. Oui, c'est ça, exact. Faut en avoir les moyens. Fait qu'on s'attendait. On voit déjà une diminution des pressions inflationnistes du côté du prix des biens. J'étais avec des constructeurs de maisons, en fait, des gros promoteurs de Toronto, de Vancouver la semaine dernière, des gens qu'on finance au niveau commercial. Puis eux me disaient, ouais, mais c'est drôle, eux, leurs intrants à eux, ils ne sentent pas encore que ça a fléchi. J'ai l'impression qu'on va écouler une partie de la chaîne de distribution, puis le renouvellement va se faire à des termes un petit peu plus bas, surtout que la construction ralentit très brusquement. Là. On voit que ce qui a été enclenché va être terminé. Mais tu sais, j'étais avec les 300 Desjardins d'entreprises de la région de Québec un peu plus tôt cet automne, puis on faisait un événement immobilier. On avait 300 personnes. Les gens venaient me voir en coulisses, tout le monde me disait la même chose. Le GR, tout ce qui n'est pas démarré ne démarre pas. Sauf des projets qui sont financés SCHL, financés à 97,5% pour des habitations à loyer un petit peu plus modeste. Fait que là, tout le monde peut continuer d'opérer parce qu'ils ont encore des carnets de commandes. Mais quand les carnets de commandes vont être épuisés, si on tourne encore au ralenti, si les taux d'intérêt n'ont pas encore baissé, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont avoir des choix un peu plus difficiles à faire dans leurs entreprises de construction. Mettons que si moi, j'avais des rénovations à faire, là, je ne bouquerais pas ça début janvier. Il faudrait que je demande la permission à madame de reporter de 6 à 12 mois. J'ai bien dit demander la permission parce que ce n'est pas moi qui décide, c'est madame qui décide. Marlène, je suis sûr que c'est comme ça chez vous aussi. Écoute, des fois, la femme dans une maison, elle a certains pouvoirs, effectivement. Enlève le des fois à ta phrase. Ceci dit, donc, on voit un certain ralentissement. Maintenant, je vais m'en aller du côté pourquoi l'inflation demeure élevée. L'inflation semble avoir transité du domaine des biens au secteur des services. Mais le secteur des services, c'est le 2/3, des fois le 3/4 de nos économies. Puis dans le secteur des services, le niveau salaire est une composante excessivement importante. Et là, on est dans puis vous le savez bien plus que moi, on est dans une pénurie de main-d'œuvre. Puis en Beauce, en fait, ça fait quelques décennies que vous l'êtes. Là. Maintenant, les gens ont compris ce que vous vivez. Une pénurie de main-d'œuvre qui est un peu plus marquée, mais ce qui nous donne aujourd'hui le danger de voir s'enclencher une spirale prix-salaire. Qu'est-ce qu'une spirale prix-salaire? Les prix des biens sont plus élevés. Vos employés cognent à vos portes, réclament des salaires plus élevés. Vous leur accordez, sinon vous les perdez. Faisant face donc, ayant reçu des salaires plus élevés, ils sont davantage en mesure de continuer de consommer. Mais d'un autre côté, les entreprises, faisant face à des salaires plus élevés, elles font quoi? Elles augmentent les prix à nouveau. Et vos employés retournent un mois plus tard dans vos bureaux, vous demandent, patron, les prix ont encore monté, fait qu'il faut que j'aille une augmentation de salaire, j'arrive plus. Et ça, on l'imagine top-down, mais vous le vivez sur le terrain en continu. Fait que ça crée potentiellement une spirale prix-salaire qui pousse l'inflation, qui auto-alimente l'inflation. Ça finit comment? On ne le sait pas. On ne sait pas non plus comment ça finit quand, mais on présume que c'est pas dans un bon ordre d'idée. Puis on doit bien réaliser que, contrairement à la récession des années 90, où les employeurs avaient réellement le gros bout du bâton, là, c'est nettement plus. C'est comme si on avait renversé les positions de force.
il y était une époque au Québec où on avait différentes tales régionales économiques où il y avait essentiellement des pactes de non-agression entre entrepreneurs. Hein. Viens pas chercher mes employés, je ne lifterai pas les tiens. Ça restait comme ça. Sauf que là, les employés ont réalisé eux-mêmes qu'il y avait une valeur, puis c'est eux qui vont cogner ailleurs. Fait qu'on voit que les taux de départ sont un peu plus élevés. Au Québec, j'ai 6 personnes qui ne travaillent pas pour 10 personnes, pour 10 postes affichés. Ils ont le choix. Aux États-Unis, c'est pire. Il y a 5 millions de personnes qui ne travaillent pas, il y a 10-11 millions de postes affichés. Avez-vous réalisé comment dans les dernières élections, on n'a pas parlé de créer des emplois? On a parlé de créer des employés. C'est bête. Ça prend 20 ans quand on le met au monde avant qu'il commence à travailler. Ça, c'est quand il a été bien élevé. Il y a peut-être des enjeux avec ça. On a oublié de faire des enfants à une certaine époque. Ceux qui ont suivi en ont peut-être pas fait assez. Puis là, comme l'économie carbure à fond, bien, on a un manque de ressources. Ce qui amène des choix qui sont difficiles. Puis on est en surchauffe économique. On tourne à une inflation qui est un peu trop élevée. Puis les banques centrales ne le diront pas tel quel. Mais probablement, ce qu'ils souhaitent réellement, c'est casser l'arrogance des travailleurs, c'est casser un peu le marché du travail pour faire en sorte que l'inflation revienne à des niveaux un peu plus décents. Puis on a eu un autre facteur ultra aggravant sur l'inflation cette année, lequel? La guerre en Ukraine. En début d'année, M. Poutine ne nous a pas appelés pour nous dire « Hey gang, je débarque chez mon voisin, puis c'est pas vrai, on ne le savait pas ça. » Pourtant, la Russie est un important producteur de plusieurs métaux de base, cuivre, zinc, nickel, aluminium, graphite, etc., des hydrocarbures, pétrole, gaz naturel, un impact sur le prix des denrées également avec le blé, maïs, soya. Fait qu'au mois de février-mars dernier, on a essentiellement pris le complexe des commodités, puis on a fait faire une grosse marche d'escalier à hausse en termes de prix, puis de ce que c'est venu générer dans l'inflation. Puis c'est comme ce sont des denrées tellement primaires, bien, c'est venu nourrir de l'inflation dans bien d'autres petits secteurs d'activité. Avant qu'on ait un chiffre d'inflation pur, il va probablement falloir au moins attendre au mois de mars prochain. Tu sais. Parce qu'en décembre cette année, je suis en guerre. En décembre l'an dernier, je ne l'étais pas. Donc, inflation cette année versus l'année passée, c'est sûr que je suis une coche en haut. Janvier, février, même chose. Le premier mois où j'avais une guerre l'an passé, puis je viens d'en avoir une cette année, c'est mars. Mars sur mars, on devrait neutraliser du moins l'effet du conflit Russie-Ukraine. Donc, on aura ce chiffre-là quelque part à la mi-avril. D'ici ce temps-là, ce qu'on aimerait voir, au moins, si le prix des biens arrêtait d'augmenter, si la variation mensuelle de l'inflation tombe à zéro, on pourrait se retrouver au mois de mars prochain avec un niveau d'inflation aux environs des 3,5 %. Si on est à 3,5 puis en route vers un déclin, puis on voit que l'économie ralentit, probablement que les banques centrales ont fait le gros du travail. Mais si l'inflation, mois sur mois, continue de progresser 0,2, 0,3 %, on se retrouverait au printemps avec une inflation dans les eaux de 4,5, 5. À 4,5, si on est encore à 4,5, 5 au printemps, c'est une garantie que les banques centrales vont serrer la vis à nouveau. Okay? Fait que là, il va falloir faire une petite distinction entre Canada et États-Unis. Aux États-Unis, l'économie est nettement plus résiliente. Encore tout récemment, il tourne à 250, 260 000 emplois créés par mois. Beaucoup d'Américains ont des hypothèques fixes 30 ans. Les taux d'intérêt ont augmenté, on s'en balance. Oui, c'est plus dur pour le nouvel acheteur, mais tous ceux qui ont déjà des hypothèques, ça tourne assez rondement. Donc, la capacité de l'économie américaine à faire face à des hausses de taux est plus grande qu'au Canada. On pense que l'économie américaine va être plus résiliente que ce qu'on voit ici. Au Canada, c'est déjà notre scénario de dire on s'attend à une récession en première moitié 2023. Puis je m'excuse de vous dire ça, puis on s'appuie sur probablement la meilleure équipe d'économistes canadiens. Nos économistes ont été nommés 3 fois meilleurs prévisionnistes canadiens au cours des 6 dernières années. Tu sais, avec 6 banques, avec nous autres, une couple d'autres institutions financières qui font des projections, on devrait, c'était juste une pure chance, à être là une fois sur 8, une fois sur 12. Ça fait 3 fois sur 6 qu'on est les premiers en haut. Quand on prévoit une récession modeste, tu sais, quand la Banque du Canada vient vous dire que sa projection de croissance économique pour la première moitié de l'année prochaine, c'est 0. Là. Quand la Banque du Canada dit 0, c'est juste qu'ils sont check-in et ils ne veulent pas mettre un chiffre négatif. Là, parce que c'est pas leur... Ils deviennent potentiellement sujets à des pressions de toutes sortes s'ils devaient acquiescer qu'ils ont causé une récession. Mais ça va nous prendre une récession pour créer un certain ralentissement. En même temps,
On ne parle pas d'une récession style 2008-2009, on ne parle pas d'une récession style début des années 90, on parle d'une récession modeste. On parle d'un déclin du PIB en termes réels là, de 0,5 à 0,8 %. C'est pas la fin du monde. Qui plus est, je vois une question qui a popé, c'est le fun, n'hésitez pas à en mettre dans les discussions. Marlène, je vais te laisser prendre le soin de les voir au besoin. Puis quand on parle d'une récession... Est-ce que tu préfères que je te les dise au fur et à mesure ou on les garde pour la période non, de questions de la fin? On peut y aller, ça va rendre le tout un peu plus dynamique, un peu moins monologue. Ben, écoute, je peux peut-être t'apposer tout de suite. Croyez-vous qu'avec le contexte de la pénurie de main-d'œuvre et donc une pression plus grande sur les salaires, que la stratégie de la hausse des taux d'intérêt est aussi efficace que par le passé pour contrôler l'inflation? C'est une super bonne question. Ça sous-entend 2-3 choses. Il n'y a pas juste le problème de main-d'œuvre et des salaires. La Banque du Canada n'a pas 22 outils. Et c'est sûr qu'on n'était pas dans un choc de demande, on était dans un choc d'offres. On avait des difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. Tout le monde voulait consommer, mais les chaînes d'approvisionnement étaient bloquées. Stratégie de COVID-0 en Chine. Tu sais, quand la manufacture du monde décide d'être ultra stricte dans sa production puis de dire toi, tu tousses, on ferme l'usine, toi, tu as un nez qui coule, on ferme le port, mais c'est sûr que ça a créé des délais. Donc, c'est clair que ça a des effets différents compte tenu du type de choc que nous vivons. Mais on pense que quand même, tôt ou tard, ça va avoir un impact parce qu'on le voit déjà. Au cours de 3 des 5 derniers chiffres d'emploi au Canada, on a perdu des jobs. Bon, évidemment, le dernier chiffre pour novembre au Québec et en Ontario, c'était super fort. Il s'est créé 28 000 jobs au Québec. Là. Je ne sais pas où on a trouvé tout ce monde-là, là, mais c'était des chiffres qui étaient ultra robustes. Mais on le voit à bien des égards que notre économie ralentit. Puis je vais vous donner des signes aussi simples que un de mes constructeurs immobiliers nous le disait, on le sent, les projets ne démarrent plus. Parfait. Maintenant, regardez au niveau des ménages, quand la direction de métro dans l'alimentation dit Super C va mieux que Métro. C'est la même compagnie, là, mais quand la marque escompte fait mieux que la marque nationale, la marque haut de gamme, c'est un signe qu'il y a il y a des gens qui ont des choix difficiles à faire. Puis ils l'ont rajouté, là, ils disent, même dans les allées, les gens délaissent les marques nationales pour les marques privées. Quand le seul détaillant canadien qui a une augmentation de son trafic, c'est Dollarama. J'adore Dollarama, là, c'est une bonne business, c'est une bonne compagnie, c'est une bonne gestion, on les aime bien, là. Mais quand Dollarama va vraiment bien, comme baromètre économique, ce n'est pas un signe d'effervescence tant que ça. Oui, il y a un lot de ménages qui ont encore du cash. Oui, il y a des gens qui ont encore de l'épargne. Oui, il y a des gens qui travaillent encore. Mais il y a des pressions, il y a des ponctions qui vont se faire. La hausse des taux, les hausses de taux annoncées à ce jour vont enlever l'équivalent de 50 milliards dans le budget discrétionnaire des ménages cette année seulement. Ça va être pire l'année prochaine. Donc, les hypothèques se renouvellent sur des taux plus élevés. On voit, c'est sûr que ça a du mordant, puis ça va amener des gens à faire des choix. Ça ne veut pas dire que les gens vont donner les clés à leur institution financière. Primo, comme institution financière, on ne veut pas gérer ça. Mais pour les ménages qui sont en difficulté, entre autres, on le fait chez Desjardins, puis tout porte à croire que ça se fait aussi ailleurs, là. On est au-devant, on appelle les gens, on leur demande de majorer les paiements. Dans certains cas, ils le font, puis dans d'autres, on va travailler sur la période d'amortissement, puis prendre le 20 ans, l'amener à 25, 30, 35 pour faire en sorte que les gens soient capables d'arriver. Mais il reste que ça veut dire que leur marge discrétionnaire vient d'être considérablement réduite. Ça, c'est sûr que ça va paraître. Puis en même temps, on parle d'une récession, somme toute modeste. Pourquoi? Bien, moi, j'ai plusieurs images ou signaux terrain qui corroborent ça. J'ai pas l'impression que la propension des entreprises à congédier va être très forte. Puis vous le savez, là, vous êtes en bourse, là, vous êtes les champions du taux de chômage. On manque déjà de personnes, là. Puis on était déjà en pénurie de main-d'œuvre avant la pandémie. Oui. Les entreprises qui ont congédié, c'est l'enfer pour redémarrer. J'étais en Abitibi il y a 2 ou 3 semaines. J'avais le chef de l'ingénierie forestière d'une compagnie qui était avec moi. Il me dit, M. Ouellet, moi, je congédie un seul employé. Probablement que je suis en train de mettre l'ensemble de mon entreprise à risque. On ne pourra plus rien livrer de ce qu'on a à livrer. Puis il dit, détrompez-vous, là, c'est pas que j'aurais pas envie d'en congédier une couple, là. Il y en a qui se traînent les pieds et qui nous ont fait du tort dans les dernières années. J'ai pas les moyens de laisser aller qui que ce soit. Fait que si on a un ralentissement économique, puis les entreprises ne congédient pas tant que ça, puis n'oubliez pas, on a un autre facteur au Québec. Hein. On est vieux puis on vieillit rapidement. On gagne tout 1 an par année, là, mais avec le départ à la retraite des boomers, bien, on perd une force de travailleurs. Donc, on a vraiment des enjeux. Là. La disponibilité de la main-d'œuvre va être là. Fait que si tout le monde continue de travailler, bien, c'est pour ça qu'on parle d'une récession, somme toute, un peu plus
un peu plus modestes. La construction est en train de casser big time, c'est vrai. Mais la construction, elle ne peut pas casser trop longtemps non plus. Puis je vous dis pourquoi. Si on devait avoir au Canada la moyenne d'habitation par capita des pays du G7, il nous manque 1,5 million d'unités ce matin. Les taux de vacances sont déjà très faibles dans bien des milieux. L'absorption de ce qui a été construit dans les dernières années a été très bonne. Qui plus est, on va ajouter 500 000 nouvelles personnes au pays par année pour les prochaines années. Il va falloir les loger quelque part, là, parce que si on arrête la construction, on se dirige droit dans un mur comment dire ça? Un choc du logement, un choc de distribution. Une crise du logement. Une crise du logement, puis une crise, la mère des crises du logement. Tu sais, si j'ai de plus en plus de gens, puis de moins en moins d'habitations pour les loger, dites-moi où je vais les mettre. Puis Jean-René, tu sais, rien qu'au niveau de la Beauce puis de la Nouvelle-Beauce, on est déjà dans cet état-là en tant que tel. Tu sais, il nous manque déjà énormément de logements pour loger notre monde, là. À Saint-Nicolas, près du cinéparc, là, ils font des méga condos. Ouais. C'est pas si loin que ça. Là. Vous êtes allé peut-être à l'ouest, ça fait que non, je blague, là, mais les amplis, la Beauce, c'est pas loin. Là, mais aller dans. J'avais un entrepreneur de Montmagny qui signe un contrat américain dans lequel il va doubler son chiffre d'affaires, va passer de 200 à 400 millions. Il dit, je peux pas faire ça avec mes opérations de Toronto, mes opérations de Montmagny. Là. Tu vas être obligé d'aller acheter une shop à Toronto pour être capable de livrer. Là. Fait que, le manque de travailleurs, il est pas juste chez vous, il est ailleurs. Puis quand on fait venir des gens, il faut s'assurer d'être en mesure d'accueillir. Ça va ensemble, mais bref, c'est ça. Je pense que ça va mettre un certain plancher sur les valeurs immobilières aussi. Puis d'ailleurs, sur les valeurs immobilières, 2-3 lignes là-dessus. On a ça fait 10-15 ans qu'on entend parler que l'immobilier canadien est sur le point de casser, là, puis ça n'a pas été le cas. Même le patron de la SCHL était sorti au printemps 2020, au début de la pandémie, pour dire l'immobilier canadien va perdre 28 et prendre 3 ans pour récupérer. Hey, Dieu sait que c'est pas ce qui s'est produit. Je ne le blâme pas tant que ça. C'est la première fois dans l'histoire où, dans une récession, le revenu des ménages ne baisse pas, il a augmenté. Okay? On prend ça égal, mais comme les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, la surchauffe s'est fait voir dans le marché de l'habitation. Cet été, on était les premiers dans les banques canadiennes à dire que l'immobilier canadien devrait baisser sur les prochains mois, la prochaine année. Mais on a fait 2 bémols. On a dit, on pense que l'immobilier canadien va baisser de 20 par rapport au sommet, bien qu'on s'attend à ce qu'elle demeure de 20 supérieure par rapport au prix de 2019, fin 2019. Donc, essentiellement, on vient casser la moitié de la hausse post-pandémie, ce qui n'est pas si terrible que ça. Moi, je me rappelle d'une période nettement plus difficile que ça. Mes parents ont une maison à Saint-Nicolas, c'est des golfeurs, ils sont membres au club de golf à Sainte-Marie, c'est dans votre patelin. Mon père, quand il a vendu son bungalow à Saint-Rédempteur au début des années 90, il a pris un vendeur, ça a pris 18 mois, il y a eu une visite, il y a eu une offre. Il était vraiment content d'avoir son offre. La maison qu'il a rachetée, 8000 pieds carrés de terrain, 4 murs de briques, un garage, 2 étages, il n'y avait rien de pas de terrassement, etc. Fait que dans l'été qui a suivi, on a fait un pavé d'interbloc nous-mêmes, on a fait un paysagement, on a fini le sous-sol. Mon père dit, en 96, 17, 18, s'il avait fallu vendre, on ne récupérait pas le prix d'achat de la maison initiale, nonobstant tout le cash qui était dépensé dedans. Je n'ai pas dit investi, j'ai dit dépensé. Ça, c'était un marché tough, mais on n'anticipe pas ça. Évidemment, il y a des ménages qui vont être en difficulté. Le ménage qui a acheté la nouvelle maison au Canada dans les 2 dernières années, la transaction moyenne, le prix de la maison moyenne transgée au Canada dans les 2 dernières années, c'est 800 000 $. Évidemment, c'est biaisé Toronto, Vancouver, c'est clair. Mais, et puis en même temps, c'était la première fois dans l'histoire canadienne où plus de 50% des nouvelles hypothèques se faisaient sur des termes variables. Même avec 20% de mise de fonds, là, 800 000 $, on est à 650 000 $ d'hypothèque sur un taux variable quand les taux augmentent de 4, là. Ça fait mal, puis ça fait mal vite. Puis beaucoup, mais tu sais, après tout, bref, il y a des gens pour qui ça va être plus difficile, mais ces gens-là, sur l'ensemble du lot du marché de l'habitation, c'est pas si grand que ça. Puis il y a même des gens qui ont des hypothèques à taux variable. Tu sais, quelqu'un qui a une maison qui a acheté il y a 20 ans, qui reste un 50 à 100 000 $ de paiement à faire sur sa maison, qui est sur un variable, il y a probablement 600 000 $ d'équité dans sa maison. Fait quand même, il ne va pas donner les clés. C'est pas parce que oui, ça amène les gens à faire des choix quand même. C'est sûr que l'augmentation des taux vient squeezer une partie du budget discrétionnaire,
mais pas tout le monde, puis pas tout le monde égal. Donc, récession au Canada, somme toute attendue relativement modestement. Je veux prendre le temps de vous parler un peu de politique américaine, parce que c'est important pour vous, pour chez vous. Pour moi, vous êtes le pouls du commerce transfrontalier avec les États-Unis. Nous, depuis le début de la pandémie, on a travaillé également puis avec un peu les perturbations politico-américaines. On s'est adjoint les services de manière contractuelle avec Raphaël Jacob, que vous connaissez, Voyons Nouvelles. Pas qu'il ait une tête d'investissement, mais on aime qu'il nous présente des visions un peu différentes des choses. Tous les programmes qui ont été lancés dans le premier 2 ans de l'administration Biden sont là pour durer. Donc, le capital qui va être là pour les infrastructures, pour la transition énergétique, les énergies renouvelables, ça, c'est fait, c'est canné, et ça va être là. Donc, les gens qui vont travailler dans ces business-là, c'est assez porteur. Puis, il y a des compagnies publiques qui vont en profiter aussi. Là, les Boralex de ce monde, les Northland Power dans l'éolien en mer vont en profiter. Puis ça, on aime bien ça. Qui plus est, on devait s'en aller dans une élection de mi-mandat avec beaucoup d'incertitudes. Pourtant, il y a des choses intéressantes qui sont produites. Le facteur le plus important qui déterminait qui allait être le candidat républicain, c'était de savoir s'il était ou non appuyé par l'ami Donald Trump. C'était le facteur super important. Il a fait une razzia dans le parti. Pourtant, plusieurs de ces candidats fétiches ont mordu la poussière et ont été battus. Les républicains sont à se reposer des questions sur comment on s'enligne pour 2024. On verra, il y a de l'eau qui va couler sous les ponts d'ici ce temps-là. Mais les républicains ont été même incapables de regagner le Sénat. La Chambre des représentants s'est fait, le Sénat, c'est encore, écoute, la marge au Sénat était mince. Hein? Avant, c'était 50-50 plus Mme Harris. Là, c'est 51-49 avant même de compter Mme Harris. Ils ont une petite marge de manœuvre additionnelle au niveau des démocrates, mais en même temps, puisque la Chambre est républicaine, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de changements pour les 2 prochaines années. Ça, en soi, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Pas de changement, ça veut dire pas de nouvelles réglementations, pas d'altérations, pas de nouvelles taxes. Ça veut dire qu'on a un horizon relativement fluide. Est-ce qu'il va y avoir des disputes commerciales Canada et États-Unis? Oui, il y en a toujours eu. Mais il faut se rappeler qu'en 2016, ça a pris un électron libre à la Donald Trump pour venir challenger l'ALENA, qui avait 25 ans de vie, qui allait somme toute bien, puis dire que c'était le pire accord commercial jamais signé par son pays. Puis on l'a remplacé par quoi? Quelque chose de plus ou moins similaire. Là. Évidemment, il y a eu des petites niches dans l'avicole, dans le laitier, puis quand les gens sont dans ce créneau-là, ils le trouvent tough. Mais en moyenne, globalement, pour l'ensemble de l'économie, il n'y a pas de changement majeur. Là. Et puis ça, Donald Trump a dit que c'était marvelous. Ça, c'était bouton en 4 trous, c'était spectaculaire. Fait que, si ça a pris pareil phénomène pour venir scraper notre accord commercial, puis on l'a remplacé par juste ça, mais ça a obtenu l'aval des syndicats, des partis patronales, des républicains et des démocrates, probablement que le contexte des échanges Canada-États-Unis est assurément très stable pour plusieurs années devant nous. Moi, la politique américaine, je ne veux pas la suivre pour « Ah, il a dit ci, il a fait ça, il a pas gagné de fesses, il n'a pas voulu. » Je ne veux même pas aller là. Il y a d'autres médias pour ça. Si vous voulez suivre de la politique qui est vraiment hardcore, ben, suivez la politique anglaise. Ça, c'est vraiment tough. Ben, Mme Trudeau, ça a été là moins longtemps que Kim Campbell était première ministre chez nous. Là, quand même, il fallait le faire. Voilà. Bref, une certaine visibilité sur le contexte économique Canada-États-Unis. Fait que ça, on aime ça. Point de vue des marchés, particulièrement au niveau des taux d'intérêt au Canada, on pense qu'hier, on a peut-être vu la dernière hausse du taux directeur. Il va peut-être en avoir après ça des plus modestes, 25 points de base, mais on verra, le ton dans le discours a changé un peu. Dans les précédents discours, la Banque du Canada disait qu'ils allaient encore augmenter les taux. Dans le discours d'hier, ils ont dit « on verra ». Okay? Puis, les données au Canada, elles mordent rapidement, puis elles démontrent un peu plus de mollesse. Donc, on pense qu'on est plutôt sur la fin des taux. Évidemment, si l'inflation continue de se prendre à la hausse, potentiellement on pourrait avoir un petit peu plus de hausse de taux. Mais pour l'instant, on pense qu'on est dans les dernières minutes du cycle de hausse de taux au Canada. Aux États-Unis, il peut se poursuivre. L'économie est plus résiliente, elle freine moins rapidement. Puis ça, dernièrement, on a vu le taux de change, le dollar canadien rebondir des 70 cents à 74, 75. C'est pas tant sur la robustesse de notre devise, de notre économie, comme le dollar américain a opéré dans les dernières turbulences comme valeur refuge et est monté très fort. Et lorsqu'il fléchit un peu, le dollar canadien a repris du poil de la bête. Mais j'ai bien plus l'impression qu'on va retester les 70 cents avant d'aller tourner autour des 80 cents. Voilà sur un petit mot sur taux politique monétaire et taux de change, parce que
c'est pas le pétrole qui va driver le dollar canadien ici, c'est probablement les différences au niveau des politiques monétaires. Alors, à partir du moment où il va apparaître de plus en plus clair que la Banque du Canada va être en mode pause, probablement dans sa prochaine rencontre de janvier, alors que les Américains sont encore en mode d'accroître leur taux directeur, on pourrait peut-être avoir une coupe de scène à la baisse sur le dollar canadien. Maintenant, je vais glisser quelques mots aussi en termes d'investissement. L'année est difficile. Les bourses qui ont baissé, les portefeuilles en baisse de 12 à 14 %, c'est sûr que c'est difficile. Puis, où c'est un peu étrange cette année, c'est que, vous savez, les investisseurs davantage audacieux en croissance, ils savent qu'ils peuvent perdre de l'argent. Mais quand on voit des portefeuilles prudents avoir fléchi presque autant cette année que les portefeuilles audacieux, c'est là où ça surprend. En fait, c'est seulement la troisième fois depuis 1900 où on voit des baisses significatives à la fois du côté des actions que des obligations. Ça ne veut pas dire que la répartition des actifs, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'on a eu un contexte très spécifique cette année, c'est-à-dire inflation supérieure, lutte à l'inflation qui s'est amorcée, resserrement monétaire ultra vigoureux, ultra rapide. Donc, évidemment, ça a amené un ajustement. Mais on doit se rappeler, le marché obligataire, aujourd'hui, il génère des rendements spectaculaires. En fait, nettement plus spectaculaires que ce qu'on a vu dans les 10-12 dernières années. Ça ne veut pas dire de liquider ces obligations ici, au contraire. Les marchés financiers, c'est probablement le seul magasin au monde où, quand c'est en rabais, les gens en veulent moins, les gens en veulent plus. Je pense qu'il faut faire la part des choses. En début d'année, je disais aux gens 2-3 aspects. Je signais un papier pour les clients de l'EMD qu'ils ont reçu au mois de janvier, dans lequel je disais, primo, soyez humbles à l'égard des rendements récents. Parce que jusqu'à la fin 2021, on avait été, somme toute, très gâtés dans la performance des différents actifs financiers. Fait que je disais, gang, faisons preuve d'humilité. Parce que le défi des bons rendements, c'est que ça crée de l'accoutumance, puis on aimerait ça que ça continue. J'aimerais ça, moi aussi, qu'on fasse 15 % de rendement annuel composé à vitam aeternam. Mais ça, c'est au pays. Le regarder sur une moyenne. C'est ça. On disait aux gens, un, soyons humbles, puis deux, je disais aux gens, s'il vous plaît, puis particulièrement à mes conseillers, faites attention à la gestion des attentes. Au début d'année, on avait des taux d'intérêt très bas. Si on achetait une obligation en début d'année qui avait un rendement à échéance de 1 %, c'était difficile d'espérer faire 4-5 sur un portefeuille global. Puis on avait des actions qui s'échangeaient à 20-22 fois les bénéfices. On a déjà vu bien plus cher que ça. Mais en même temps, avant la pandémie, on s'échangeait à 16 à 19 fois. Mais quand les taux d'intérêt étaient à zéro, on se dit c'est peut-être la meilleure des alternatives. Puis on parlait de l'acronyme TINA, There is no alternative. Là, avec la remontée des taux, on recommence à avoir des alternatives. Le marché des actions, en début d'année, limitait un peu nos ardeurs. Est-ce que je pensais qu'on allait faire moins 12 sur un portefeuille équilibré? Non, je m'attendais à ce qu'on fasse entre 4 et 6. Parfait. Ça, on va prendre le blâme quand on peut. On a eu des surprises en cours d'année. Parfait. On gère ça, on regarde en avant. Mais s'il y a une chose, c'est qu'autant on avait des attentes modestes en début d'année, autant je suis vraiment plus excité maintenant. Il fait bien meilleur être un investisseur aujourd'hui, au début décembre, qu'il l'était en début d'année. Quelqu'un qui vend une maison, un chalet, un bateau, une entreprise, déployer du capital sur les placements aujourd'hui, le rendement espéré sur les 10 prochaines années du capital il est nettement meilleur aujourd'hui qu'il l'était en début. Là, c'est drôle, je vois une question. Avec quelques questions, oui, c'est ça. J'en avais une qui était, dans le contexte actuel, devrions-nous miser sur les obligations canadiennes moyen terme ou long terme? Puis y a-t-il un risque de baisse sur un an des obligations à long terme? OK. 2-3 aspects. Si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, la valeur des obligations fédérales à long terme, elle peut continuer de baisser. C'est vrai, quand quelque chose est cheap, je ne peux pas l'empêcher de devenir encore plus cheap. Puis on doit comprendre que la courbe des taux d'intérêt est déjà inversée. Les taux 1 an, les taux 2 ans sont supérieurs aux taux 4, 5, 6, 7 ans. Cependant, on est capable d'aller chercher des obligations bancaires, une obligation de la Banque Royale ou de la Banque de Montréal, 4, 5, 6 ans d'échéance qui vont générer des rendements au-delà des 5-6 %. On est capable d'aller chercher des actions privilégiées qui vont nous donner des dividendes de 7,25, 7,5 %. Il y a des choses intéressantes là-dedans. Là. Évidemment, il faut le voir dans une vision globale. On n'achète pas juste une chose. On doit travailler avec une répartition d'actifs un peu plus saine. Mais voilà. Puis effectivement, ça soulève aussi un autre point. Quand les taux d'intérêt étaient très bas, le pouvoir de protection des obligations contre une cassure des actions était beaucoup plus faible. Puis pourtant, c'est important jadis. Là. En 2008, là, quand les actions ont baissé de 35, 40, 50 %, les obligations ont gagné 15 à 17 %. Les obligations long terme ont gagné une trentaine de %. Pas assez pour compenser la totalité des pertes, mais quand même, c'est venu amenuiser les pertes considérablement. En 2020, on a vécu le même phénomène.
Mais quand on avait des obligations dont le taux d'intérêt, le rendement d'intérêt de départ était déjà très faible, mais son pouvoir de protection ou de gagner en valeur sur une diminution des taux était vraiment atrophié. Puisqu'on est maintenant dans un régime de taux plus haut, si jamais on l'échappe, cassure économique, récession, force déflationniste qui rentre, les taux longs peuvent descendre beaucoup et on pourrait assister à des gains de valorisation qui pourraient compenser. Donc, le pouvoir de protection des obligations, là, c'est un peu technique, mais le pouvoir de protection des obligations s'est drôlement amélioré versus le début d'année. Parfait. Une autre petite question. On dit que les évaluations aux États-Unis sont étirées. À l'étranger et dans les émergents, j'investis principalement en Inde via un financière FNB. Est-ce le bon pays émergent ou tu as d'autres suggestions? L'idée, puis là, je ne veux pas rentrer dans les recommandations ultra spécifiques ce matin parce qu'il faut prendre, pour faire ça adéquatement, il faut prendre une vision, une photo globale de qui vous êtes. Nous, les pays émergents, on ne les aime pas tant que ça pour l'instant. On a eu un biais toute cette année ultra domestique. On est encore à peaufiner nos stratégies 2023, mais on a eu un biais domestique qui était très fort. On doit comprendre que quand le dollar américain est fort, beaucoup de pays émergents ont beaucoup de dettes libellées en dollars américains. Quand le dollar américain est très fort, vous êtes un pays émergent, vous libellez votre dette en dollars américains, puis le dollar américain s'apprécie, puis vous, votre devise diminue, le service de la dette devient un fardeau de plus en plus éreintant. Qui plus est, quand on regarde la politique chinoise, la stratégie de prospérité commune, là, elle n'est pas là pour partir, puis on va donner certains assouplissements sur COVID-0, mais on s'en va pas avec une réouverture pleine et entière. Là, on vit d'espoir, ça peut faire des mouvements brusques. Je vous dirais, moi, la dernière fois où on a été particulièrement agressif dans nos recommandations sur les pays émergents, c'est lorsqu'on était très, très, très positif sur le secteur des technologies. Pourquoi? Parce que les pays émergents, c'est aussi un pays où, les pays émergents, à ce moment-là, ils avaient à peu près 35 de leur capitalisation qui était exposée au secteur technologique. Il n'y en a pas beaucoup en Europe de la technologie, mais dans les pays émergents, il y en avait beaucoup. Mais aujourd'hui, je pense que je préfère détenir des Microsoft, des Google, des Visa qui ont beaucoup flanché ici, plutôt que d'aller chercher des géants du web chinois dont j'ai vraiment pas l'impression que la politique gouvernementale chinoise est sur le point de s'estomper. Il y avait eu un excellent article dans le Wall Street Journal il y a quelque temps, quand Jack Ma, président et fondateur d'Alibaba, s'était plaint des autorités locales. L'article du Wall Street Journal commençait, le titre était There's only one leader in China. La première phrase était And it's not Jack Ma. Il y a un seul leader en Chine, ça c'était le titre, et c'est pas Jack Ma. Fait que la pression va rester là, va rester pleine et entière. M. Xi Jinping a été élevé au statut de Mao dans la Constitution. Les Chinois vont faire ce qui est bon pour eux, et puis ça fait leur affaire. En pleine transparence, mais tech pour tech, que je vais préférer les faire ici. Puis si vous êtes fan des pays émergents, c'est peut-être que vous êtes fan du secteur des matériaux aussi, mais des matériaux, on peut en faire bien au Canada aussi. Puis encore là, la clé, c'est le dosage. Ce qui fait mal dans les portefeuilles, c'est l'excès de dosage. C'est tout l'un, tout l'autre. La sagesse en portefeuille, c'est quand on aime quelque chose, on en met un peu plus. Quand on n'aime pas quelque chose, on en met un peu moins. Moi, j'aime bien, on va faire un peu de philosophie ce matin, j'aime bien un auteur, un philosophe allemand. Moi, je l'appelais Nietzsche, mais Raphaël Jacob me reprenait, dit non, hier, on dit Nietzsche. Nietzsche. Il avait dit, la force d'une conviction, ça démontre juste sa force, non pas sa véracité. Pas parce que quelqu'un y croit fort qu'il a raison. Vous avez tous eu des meetings où quelqu'un parlait plus fort que les autres. J'ai mis mon poing sur la table puis ils m'ont écouté. Ils t'ont peut-être écouté, mais ils ont peut-être juste réalisé que vous parlez plus fort que les autres. Après ça prend de l'argument, ça prend du suivi, ça prend du support. Mais la force d'une conviction, ça démontre juste que c'est une conviction forte. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. En gestion de portefeuille, les convictions, elles ont besoin d'être encadrées. Il y a des gens qui n'aimaient plus le pétrole puis l'énergie. Mais les gens qui étaient absents complètement du secteur énergétique cette année au Canada, là, les rendements sont dans la poubelle. Il y a des gens qui avaient des créneaux dans les dernières années. Les technos avaient super bien fait. Mais les gens qui sont restés massivement investis dans les technos, l'année est plus difficile. Fait que le dosage est clé. Ça m'amène à une autre petite question aussi. On a une question demandant combien de temps il va falloir pour que nos investissements retrouvent à peu près la valeur perdue. Je vais vous dire, ça dépend. Puis évidemment, en 2020, là, ça avait été le fun. En 2020, là, du 19 février au 23 mars, on a perdu 35 %. Boum! Ça a fait mal. Mais au mois d'août, on avait essentiellement tout récupéré. Ceci dit, dans les périodes difficiles, on a tendance, en fait, c'est Warren Buffett qui disait, c'est quand la marée descend qu'on voit qu'il ne se baigne pas de maillot.
les périodes de turbulence, bon, là, en décembre, avec le temps qu'il fait dehors, personne qui a le goût d'être en maillot, là, mais dans les périodes de turbulence, les excès, les fragilités se retrouvent exposés. Des joueurs frêles, les joueurs fragiles vont tomber. Puis en général, un portefeuille bien diversifié va récupérer. Mais il y a des gens qui ont eu des excès de concentration, des excès de spéculation. Il y a des gens qui ne récupéreront pas tout, jamais. Mais grosso modo, un portefeuille équilibré a perdu une douzaine de pourcents. Ben, à 8 de rendement par année, 2 ans de suite, ça prend 1 à 3/4 à récupérer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, sur un cycle complet, les périodes haussières, les bull markets sont plus longs, de plus grande envergure que les marchés baissiers. En moyenne, il fait meilleur d'être un investisseur à long terme. J'ai un conseiller de Rimouski qui me disait hier, le pessimiste à court terme, il a l'air brillant. Mais l'optimiste à long terme fait plus d'argent. Quand on est pessimiste, là, vous avez l'impression que les gens qui sont pessimistes, ils prennent soin de vous. Ils veulent votre bien. Ils vous disent de faire attention. Ils vous mettent sur les gardes. Sauf qu'en moyenne, on le sait qu'au fil du temps, c'est en étant positif qu'on fait un peu plus d'argent puis qu'on accumule un peu plus de capital. Puis des chocs, il y en a toujours eu. Puis il y en aura toujours d'autres. Puis ils seront toujours différents. C'est pour ça que chez nous, quand on bâtit des portefeuilles, on ne bâtit pas des portefeuilles pour la prochaine récession. On bâtit des portefeuilles pour les 6 prochaines récessions. Parce que des récessions, ça fait partie d'un cycle complet. Comme entrepreneur, vous le savez, comme investisseur, même chose. Mais en même temps, n'oublions pas une chose. Les marchés financiers, c'est quelque chose qui regarde en avant. Puis je vais vous ramener encore une fois en 2020. La récession en 2020 a commencé quand? Avril, mai, juin, on a fermé nos économies mur à mur, contraction du PIB de 30-40 %. Parfait. Marchés financiers ont fait un creux quand? 23 mars. On avait les 2 pieds, même pas encore dans la récession, que le creux avait été fait. Les marchés financiers, c'est quelque chose qui regarde 6, 12, 18 mois en avant. Avec une récession, on va en vivre une, puis une autre, puis une autre. Si on regarde au niveau plus, justement, pour le secteur de la construction ou même l'économie en général, quand on parle pas d'un ralentissement, mais quand même d'une récession modérée, comme tu disais, on peut s'attendre à une durée de combien de temps à peu près? 6, 9, 12 mois. Quand on verra, la clé, ça va être vraiment de voir quand est-ce que le marché du travail va flancher un peu. Quand est-ce que ça va être un peu plus morose? Quand est-ce que les employés vont arrêter de changer de job? À ce moment-là, on verra peut-être certains assouplissements. Mais d'ici ce temps-là, là, c'est beau, les taux d'intérêt ont augmenté, mais je ne présumerais pas qu'ils vont baisser tout de suite au mois de mars. Là. Non, c'est ça. Les taux d'intérêt ont été augmentés là. On va laisser le travail se faire. Peut-être qu'on aura des premières baisses du taux directeur en fin d'année 23, peut-être plus en 24. Mais ça, c'est loin. Là. On va avoir le temps de se reparler d'ici ce temps-là. Puis, une autre petite question aussi, on sait qu'avec justement la pandémie, il y a certains secteurs qui ont été quand même durement touchés, que ce soit au niveau commercial, les restaurations, l'hébergement et tout ça. Oui, on voit, les gens avaient économisé et tout, puis là, il y a eu comme un regain, les gens avaient le goût de sortir, puis de recommencer à voyager. Mais avec la récession on entrevoit... Est-ce que ce secteur d'activité-là va avoir eu le temps de se remplumer un peu ou parce qu'on sait que là, il y a des fins de programme, là, c'est ça, tu sais, puis... non, pas tout. Puis j'avais une conférence hier midi à Québec, puis on avait un restaurateur qui était avec nous, puis pour lui, ça va bien. Mais lui, c'est un restaurateur qui va chercher des travailleurs étrangers lui aussi. Là. Il va surtout les chercher en France comme travailleurs temporaires, puis il les a pour 2 ans. Mais il dit, écoute, en même temps, il dit, nous, on était, je m'excuse, mais mon écran s'est ouvert là-bas, je comprends pas. Mais c'est étrange. Il y a quand même certains restés. La restauration, ça a toujours été tough. Hein? Il n'y a pas de barrière à l'entrée, il y a beaucoup de gens qui s'essaient, puis il y a beaucoup de fermetures en continu. Puis évidemment, c'est un secteur qui est comme qui n'a pas de stabilité. C'est une dépense discrétionnaire. C'est quelque chose qu'on devrait pouvoir se passer. Lui, il disait que, bon, avec le ralentissement, pour l'instant, ne sent pas de ralentissement, mais il appréhende son début d'année, par exemple. Parce qu'il y a bien des gens qui vont devoir faire des ajustements. On verra, on va souhaiter aux restaurateurs un retour d'un peu plus de touristes, peut-être américains, une saison de ski de motoneige un peu plus
un peu plus intéressante que dans les dernières années. Peut-être que ça peut compenser un peu. Mais c'est sûr que tous les secteurs discrétionnaires, à l'aube d'une récession, ben, ça veut dire que je ne ferais pas exprès pour m'allonger sur des dépenses, un achat de rival, un achat de concurrent, je ne ferais pas exprès de mettre des dizaines de millions dans une nouvelle bâtisse pour accroître, agrandir un showroom. Ça me semble que je ne ferais pas ça. Puis il y a des créneaux où je pense que ça va souffrir encore davantage. Prenez les business de véhicules récréatifs, de motoneige. On avait un gars de motoneige hier matin avec nous. Il nous disait, nous autres, là, il dit, c'est pas à toutes les semaines ou tous les mois que les gens nous appellent pour canceller des commandes. Il dit, c'est à tous les jours. Les gens disent, garde mon 500$, mais cancelle ma commande. De tous les gens qui ont acheté des VR dans les dernières années, il y en a qui se sont découverts des passions. Tant mieux. Mais moi, je mets ma main au feu, là, que c'est pas vrai que tout le monde qui a acheté un VR dans les derniers 12-18 mois, il aime ça. Les gens qui étaient habitués de partir en Europe, dans un pays chaud, dans un voyage d'aventure, il y a des gens qui sont pas manuels là-dedans, qui n'aiment pas ça avoir les deux mains dedans. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir de l'usager à un moment donné, là. Les gens qui avaient acheté des VR il y a 8 ans puis qui les ont revendus plus cher que le prix qu'ils avaient payé, ça, c'est un non-sens. Fait qu'est-ce que, si j'étais un détaillant de VR, j'ai vu mes graphiques faire ça, là, prendre monter comme un bâton de hockey, ben, peut-être qu'on va pas juste revenir sur la moyenne. Probablement qu'on va retourner bien en bas de ce qu'on faisait pré-pandémie. Puis ça va revenir, là. Ça va se normaliser. Mais il me semble que je gérerais mon bilan un peu plus serré. Oui, puis tu as raison, là, il y a beaucoup de nouveaux campeurs là, qui, avec la pandémie, ne pouvaient pas sortir. Fait que, là, ils sont devenus, c'est ça, les terrains de camping étaient pleins là, aussi. Il n'y avait pas de choix, il y avait juste ça. Là. Fait que, ben, fallait en avoir les moyens, puis n'oublions pas, hein, c'est des jouets dispendieux. Oui, oui. Dans bien des cas, c'est pas payé cash. Là. Dans bien des cas, c'est financé, ces affaires-là. Oui. J'invite les gens s'il y en a qui ont des questions parce qu'il reste déjà juste 9 minutes à notre webinaire. C'est super intéressant. C'est que s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Hey, je m'excuse si le mot récession puis d'annoncer des choses un petit peu plus tough, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais mon rôle, c'est pas de vous partager des scénarios rose bonbons. On essaie de vous partager la meilleure lumière qu'on peut vous donner, le meilleur. Même si je vous dis ça, on l'a fait l'année passée, puis on a eu des surprises. Oui. J'espère que les surprises seront peut-être plus positives. Mais le conflit en Ukraine, on n'y voit pas de fin, il est là pour durer. Le meilleur mois pour rénover en 2023. Josiane, c'est vous qui êtes madame, c'est vous qui le savez, là, votre chum, il ne sait pas ça. Non, le meilleur mois pour rénover, je ne sais pas c'est quoi le meilleur mois pour rénover, mais moi, j'attendrai de voir que certains entrepreneurs commencent à ralentir. Puis lorsque ceux-ci vont arriver à un peu moins de carnet de commandes, j'ai l'impression qu'ils vont être moins arrogants sur les nouvelles soumissions. Ouais. Surtout que le prix des matériaux va commencer à rentrer un peu plus modérément qu'avant. Effectivement. Une petite question. Si une pandémie revient, est-ce que ça sera pire? Non, si une pandémie devait revenir, je pense que ça va être moins pire. Puis pourquoi? Parce qu'on apprend des crises. Puis là-dessus, on va faire deux, trois aspects. Rappelez-vous, tu sais, en 2008-2009, dans la grande crise financière, là, on a laissé le crédit gelé. Ça a été difficile pendant longtemps, puis ça a pris 4 ans avant que la Fed déploie tous ses moyens. La Fed a appris en 2020, là, ça a pris essentiellement une quarantaine de jours pour que tout soit déployé, puis on s'est assuré que le marché ne manquait pas de liquidité. On apprend. Par ailleurs, je vais vous lancer sur au début de la pandémie. Hey, rappelez-vous, en mars 2020, là, on devait tous mourir. On n'avait pas de vaccin. On n'avait pas de médicaments. On ne connaissait pas c'était quoi cette affaire-là. On allait imploser nos économies. On allait tous perdre nos jobs. On allait en plus manquer de papier de toilette. C'était l'enfer. Finalement, on a appris. Nos compagnies pharma ont fait une job phénoménale. Ça a pris 48 heures faire le DNA, la chaîne génétique de ce nouveau virus-là. Ça a pris une couple de semaines à trouver une modélisation du côté vaccin ARN messager. Après ça, il a fallu faire des tests, fait que ça a été long avant qu'on les déploie. Mais cette connaissance-là, on a démontré que quand l'humanité se met ensemble, là, on est capable de faire des choses assez extraordinaires. Il va rester des apprentissages de ça. La planète apprend, le monde apprend, les autorités monétaires gouvernementales apprennent. C'est comme ça, vous m'aviez dit au lendemain de la crise immobilière américaine, est-ce qu'on va en vivre une autre?
Ouais, peut-être, sauf que maintenant, on sait qu'on peut vivre ça. Alors, on n'a pas eu une nouvelle crise immobilière américaine. Ça ralentit à nouveau, mais on n'a pas du tout la même toxicité qu'on a eu jadis. C'est rare qu'on voit la OK. même crise nous prendre 2 fois de suite. OK, parfait, parce que il y a une des préoccupations, c'était que il y a des fournisseurs en Chine qui recommencent à avoir des confinements. Tu sais, fait que je pense que Ben c'était. oui, oui et non, il y en a un peu, mais quand vous lisez les dernières nouvelles avec les manifestations qu'on a vues en Chine, les dernières nouvelles au cours de la dernière semaine là, sont sur c'est vraiment étapé, c'est très léger et mince, mais on commence à vouloir relâcher certaines mesures de confinement. N'oubliez pas, la Chine, en théorie, c'est un pays communiste, mais 100 millions de personnes insatisfaites qui descendent dans les rues, là, ça peut déstabiliser n'importe quel régime. Ouais. OK. Fin 2023 et 2024 sera une bonne année pour acheter. Est-ce que je peux prévoir une maison secondaire, chalet ou bien à prix moindre? Où nous sommes, où on est mieux d'attendre, là, finalement. Ben, vous verrez. Tu sais, la bonne nouvelle, c'est quand il y a des périodes difficiles, ben, il y a des gens qui sont pris pour vendre des actifs qui étaient Ouais, financés un c'est ça. peu étirés. Moi, j'ai un collègue en 2008-9, il est allé chez un concessionnaire de bateaux, il a proposé 50 000 sur un bateau de 110 000, puis monsieur n'était pas content, mais il a dit, finalement, il a dit OK, parti avec. Euh, Ouais. Tu sais, Des fois, c'est la possibilité de. d'avoir du cash quand des autres en ont pas ou en ont moins, quand des gens sont en difficulté. Puis on le voit dans différents créneaux. Hein. Je me rappelle, moi, pas longtemps après que la commission Charbonneau avait terminé, on avait un entrepreneur de construction sur la Rive-Sud de Québec, puis le monsieur était vieux, il était sage, tout était payé, il n'y avait pas de financement. Il disait qu'un un concurrent était venu le voir avec une pelle mécanique quelconque, là, bon terme, je ne l'ai pas, je ne connais pas ça, c'est pas vrai. Il dit, machine n'avait pas 100 heures d'utilisation. J'ai ramassé ça à 60 du prix d'achat d'un neuf. Puis le monsieur m'a dit merci. Je le Ouais, c'est ça. Des fois, soulageais de sa dette. Fait que c'est des belles opportunités, là. c'est triste parce que ça se fait au détriment de quelqu'un, mais Oui, c'est ça. pour d'autres. Mm. Fait que restez aux aguets, suivez au milieu. Puis l'idée, là, c'est pas de pas acheter de biens immobiliers. Si j'achète une maison aujourd'hui, puis elle perd 20 c'est pas grave. Tant que j'ai les moyens de ma première hypothèque, la maison, elle va fitter ma famille, ça va. Puis les gens se trouvent brillants, ils ont acheté une maison à 200 000 ils l'ont vendue 400. Ouais, mais ils en rachètent une à 600. Tu sais, quand Ouais, le c'est marché ça. bouge pareil, à un moment donné, il n'y a pas forcément d'aubaine. Mais si on a une période de récession, puis des gens devaient devoir se départir de certains actifs, ben là, pour ceux qui ont encore des moyens, il y aura peut-être des opportunités. Mais il faut être vigilant, il faut être aux aguets. Une autre petite question de Jessie. On voit des épargnes à terme, 2 ans, 5 à court terme. Est-ce une bonne idée de protéger des nouveaux placements en attendant de voir comment se comportera l'économie ou encore on risque de manquer de façon importante le bateau des opportunités à venir durant cette Moi, période-là? j'aime surtout la deuxième partie de la question. Puis, évidemment, moi, je travaille avec des investisseurs. Pour moi, le CPG, c'est souvent plus un produit d'épargnant qu'un produit d'investisseur. Cependant, on peut les travailler. Ce sont des véhicules, oui, dont les termes sont plus intéressants. Moi, je vois le CPG qui peut être intéressant, le placement garanti, l'épargne à terme peut être intéressant sur quelqu'un qui me dit, moi, là, je vais avoir aucun doute sur mon coût. Je suis à la retraite, je veux aucun doute sur mon niveau de vie cette année, l'année prochaine. Ben, ça, on peut prendre zéro risque en prenant une épargne à terme pour cette proportion-là. En même temps, je suis convaincu qu'un portefeuille équilibré sur 3, 5, 10 ans va générer nettement mieux que mon épargne à terme d'aujourd'hui. Fait que dans ce contexte-là, j'aime mieux être un investisseur qu'un épargnant, mais il faut être capable de si quelqu'un garde un portefeuille équilibré sur 100 de son patrimoine, puis que les marchés diminuent, puis on a des surprises, puis il doit décaisser pour son coût de vie, bien là, ça vient aussi amputer la capacité de rebondir. Il faut faire la part des choses. Puis si quelqu'un me dit, moi, j'ai peur à une cassure, on l'échappe sur l'économie, la récession va être plus profonde, les bourses vont casser, la dernière chose que je veux, c'est être gelé 2 ans puis 5 ans. Pourquoi? Parce que s'il y a des opportunités plus grandes, je vais vouloir être liquide. Parce que si vous me dites que le marché va casser, vous êtes inquiète, ça veut dire que vous pensez que les actions vont être plus cheap. Ça veut dire que les obligations, à un moment donné, vont rentrer en valeur. Donc, est-ce que je veux être en CPG? On verra. Qui plus est, le placement garanti, l'épargne à terme, elle reste toujours à 100. Elle ne monte pas. Mon obligation gouvernementale de plus longue échelle, si on a des forces déflationnistes rentrent parce qu'on ralentit trop fortement, non seulement elle va continuer de générer mon coupon, mais on va peut-être aller générer un 10, 15, 20, 30 d'appréciation sur le capital, ce qui n'arrivera jamais sur une épargne à terme. Il faut bien comprendre, c'est pas un mauvais produit, mais c'est un produit qui peut avoir de mauvaises utilisations. Comme tout le reste, il faut le doser puis bien l'agencer ensemble. Une autre petite question au niveau investissement.
Si la récession dure 6, 9 ou 12 mois et que la bourse anticipe 6, 9 ou 12 mois, peut-on conclure que c'est déjà reflété dans le cours boursier actuel? Ben, on le voit déjà un petit peu. On le voit, on le voit déjà un peu. Hein. Les rebonds d'octobre, novembre sont intéressants. Puis, on s'attend peut-être à voir à court terme une diminution sur les attentes de bénéfices l'année prochaine. Mais après ça, quand le focus va se tourner vers 2024-2025, ben, on va voir des anticipations de bénéfices un peu plus hautes. Puis, tu sais, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on voit il y a des bonnes business qui ont recommencé à s'échanger à des prix bien plus intéressants. C'est sûr qu'à l'amorce d'une récession, c'est pas généralement évitant d'acheter des banques, mais si j'achète une banque à 9 fois, 9 fois et demi ses bénéfices, qui me génère 4, 4,5, 5 de dividendes, qui génère 15, 16, 17 de rendement sur l'équité, ben, ça peut aller. Hein? Oui, c'est ça, exact. Ben, il est déjà 9 heures, Jean-René. On doit conclure le webinaire. Je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté l'invitation encore cette année. Ça nous permet, nous, d'avoir un bon alignement, de voir ce qui s'en vient pour l'année 2023, puis de mieux se préparer aussi aux défis. On voit, on a eu beaucoup de questions, même au niveau des investissements et tout. Ça fait que ça préoccupe quand même les gens parce que on s'entend qu'on est dans un marché qui est quand même assez volatile là, ces temps-ci. Donc, encore une fois, je te remercie beaucoup. Puis, tu as réussi encore une fois à bien, comment je pourrais dire, à bien vulgariser l'information. C'est toujours super intéressant de t'avoir avec nous. On Fait remet que, ça l'an prochain en personne? on remet ça l'an prochain, très certainement. Puis, en personne, ça serait l'idéal, c'est bien certain. Puis, juste pour conclure, ben, je tiens à remercier aussi tout le monde d'avoir participé au webinaire. Il va y avoir un petit sondage qui va vous être envoyé si jamais vous avez aussi des idées de conférences ou d'activités. N'hésitez pas à nous les marquer. Des fois, ça nous donne des idées de sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci beaucoup. Puis, à l'année prochaine, Jean-René, avec plaisir. Au plaisir. Hey, joyeuse fête à tout le monde. Profitez-en. Oui, effectivement, joyeuse fête. Bye bye. Bye bye.